Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove, où nous abordons une nouvelle thématique de notre série de podcasts consacrée à une maladie rare et grave, l'amyotrophie spinale infantile ou SMA. Nous sommes au mois d'août, le mois de sensibilisation à la SMA, une maladie neuromusculaire d'origine génétique caractérisée par une dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. Cela entraîne une faiblesse musculaire progressive pouvant affecter la capacité à marcher, se tenir assis ou même respirer et avaler. Pour en parler et en savoir plus sur cette maladie rare, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Sonia Nwiwa, neurologue et chef de service à l'EHS Shell. Bonsoir professeur Nwiwa et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame Courtail, je vous remercie pour l'invitation. Il est important aujourd'hui, professeur Nwiwa, de parler de la SMA, quand même l'importance d'une prise en charge multidisciplinaire, d'autant plus que chaque jour compte. Peut-on comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la SMA et surtout nous dire un mot par rapport à sa progression chez les enfants? Merci pour cette introduction. Donc la SMA, SMA, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Spinal Muscular Atrophy. En français, c'est l'amyotrophie spinale infantile. C'est une maladie génétique de transmission autosomique récessive. Ça veut dire que souvent les parents portent une partie du gène, sachant que chaque être humain il a deux copies d'un gène. Les parents sont souvent sains. Ils peuvent transmettre la maladie à leur enfant qui devient homozygote, c'est-à-dire qu'il va porter les deux allèles malades. Et la consanguinité, par exemple, est très impliquée dans ce mode de transmission. Donc, elle est considérée comme une maladie neuromusculaire parce qu'elle touche en fait l'unité motrice et évidemment, les répercussions sont une paralysie. Alors, en fait, c'est une maladie du motoneurone, comme vous l'avez signalé. Donc, le motoneurone, c'est une cellule nerveuse spécialisée qui se trouve non seulement dans la moelle épinière, c'est pour ça qu'on dit spinale, mais également dans les nerfs moteurs crâniens, au niveau du tronc cérébral, et qui est responsable donc d'une paralysie, des troubles de la déglutition, et sa gravité tient au fait à l'atteinte respiratoire. On retrouve tous ces symptômes chez le nouveau-né ou juste après la naissance? À quel moment? Alors, cette maladie est très très caractéristique parce qu'il existe en fait plusieurs formes. Il existe 4 ou 5 si on compte la forme 0 qui est très sévère. Et on a le type 1, la SMA type 1, qui est un peu la plus fréquente et qui touche le nouveau-né, qui commence très précocement et c'est la plus sévère parce que les enfants décèdent au bout de 2 années de vie. Ensuite, on a le type 2, un peu plus tardif, début. Ensuite, le type 3, les enfants plus grands. Et enfin, le type 2 qui peut toucher l'adulte. Mais en fait, on les sépare en SMA marchand, les walkers. Ceux qui marchent, c'est le type 3, 4. Et ceux qui le type 1 ne marchera jamais. Après, le type 2, c'est des enfants qui peuvent s'asseoir, mais ne marcheront pas également. Et le type 3, c'est ceux qui vont marcher. Donc le 3 et 4, c'est les walkers ou les SMA qui vont marcher. Quel est le profil spécifique à l'Algérie? Est-ce qu'on les retrouve dans ces 4 formes? Oui, on retrouve les 4 formes. Enfin, dans les données mondiales, en fait, on considère que l'incidence est plus grande dans le type 1, mais la prévalence reste réduite parce que c'est des enfants qui décèdent très rapidement. Le type 2, 3 sont aussi fréquents, le 4 quand même, ça reste un peu plus rare. Et la sévérité, évidemment, plus l'enfant est grand, plus il a marché, donc la sévérité est moindre. Nous avons des patients aujourd'hui que vous prenez en charge. Oui, évidemment, c'est une des pathologies neuromusculaires les plus fréquentes. La deuxième maladie génétique chez l'enfant de transmission autosomique récessive après la mucoviscidose et c'est l'une des premières causes de décès par une affection génétique chez l'enfant. Ouais, donc c'est une maladie quand même qui reste terrible parce qu'elle est... Au sein de votre corporation des neurologues et même de la Société algérienne de neurologie, vous insistez sur cette maladie, entre autres, les autres maladies, mais cette maladie rare. Mais pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Alors, on en parle aujourd'hui parce que quand même, elle représente un enjeu sanitaire, parce que c'est une maladie quand même qui reste sévère.
source de décès, mais source également d'handicap moteur. Oui. Et puis, depuis quelques années, en fait, il y a des thérapeutiques, des traitements innovants qui existent et qui ont complètement transformé le pronostic de ces maladies. Tout à fait, d'autant plus qu'il y a quelques années, même vous l'avez dit plusieurs fois dans vos interventions, que le retard de diagnostic nous a plutôt, en quelque sorte, empêcher ces patients d'être traités parce qu'on ne les a pas diagnostiqués à temps. Et donc, c'est une course contre la montre. Il est important aujourd'hui de diagnostiquer le plus tôt possible parce qu'on peut, d'après ce que vous nous expliquez à chaque fois, on peut freiner peut-être la progression de la maladie. Pourquoi il est crucial, justement, ce diagnostic? Et si on doit le faire, à quel moment doit-on le faire? Alors, dans cette maladie, en fait, il y a ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques cliniques que présente le malade, elles sont différentes. Le type 1, c'est souvent, il commence vers les premiers mois de vie, il se traduit par une hypotonie, donc très sévère, constatée par les parents, surtout quand ils ont eu déjà des enfants sains. Oui. Et puis, il y a le type 2, c'est des enfants également qui commencent par une hypotonie, mais qui arrivent quand même à s'asseoir, mais au-delà, il ne marchera jamais. Le type 3 qui peut être source d'erreurs diagnostiques parce qu'il ressemble à des myopathies de l'enfant. D'accord. Donc, ils ont une atteinte des ceintures. C'est des enfants qui vont marcher en dandinement, comme si c'est des garçons, comme une myopathie de Duchenne, qui est aussi une maladie quand même pilote neuromusculaire. Et en fait, le type 3 et 4 peuvent être source d'erreurs. Bon, le type 3, même le type 2. Le type 1, il est bien connu par notamment les pédiatres, les neurologues. Donc on peut confondre parfois cette maladie, en fait, les symptômes de cette maladie à d'autres pathologies. Évidemment. Quels sont les signes d'alerte qui pourraient éventuellement alerter les médecins, même voire les parents? D'accord. Alors, les parents d'abord, c'est l'hypotonie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des enfants mous. Voilà, qui ne tiennent pas leur tête, qui ne tiennent pas leur axe. Quand on essaye de... Ils sont complètement mous. Ils n'arrivent pas à s'asseoir Ils n'arrivent pas à s'asseoir. Dans le type C'est à quel âge, normalement, où un enfant doit s'asseoir, peut s'asseoir? Évidemment, vers 5 mois, par exemple. Voilà, et quand à ce moment-là... Et il tient la tête plus tôt. Donc, c'est des enfants qui ne vont pas tenir leur tête, qui sont mous. Et puis, dans le type 1, il y a ce qu'on appelle une respiration abdominale, paradoxale. Ça, c'est très alertant. Il y a le diaphragme, c'est une maladie qui va toucher le diaphragme, donc ils ont une respiration paradoxale très très caractéristique et dès qu'on les voit comme ça, on pense vite à la myotrophie spinale de type 1 évidemment, qui reste quand même sévère. Et malheureusement, quand le pédiatre ou le neurologue voit ça, déjà l'enfant est symptomatique, on sait que c'est un mauvais pronostic et qu'il va décéder dans les 2 ans qui suivent, et c'est un drame en fait familial. Mais aujourd'hui, la science a évolué, les moyens de diagnostic ont beaucoup évolué. Quels sont justement les outils pour pouvoir diagnostiquer cette pathologie dans les temps et dans les délais? Alors, le diagnostic précoce reste très crucial, oui. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de traitement, fortiori quand il y a des thérapeutiques, et on sait, dans toutes les maladies, quand on commence un traitement très tôt, c'est mieux. Il faut d'abord les diagnostiquer très tôt aussi. Oui, il faut. Et maintenant, quand il y a des thérapeutiques, on essaie de diagnostiquer avant les symptômes. Et ça rentre, c'est très important parce qu'en fait, c'est une maladie où le motoneurone dégénère et chaque motoneurone qui dégénère ne récupère pas. C'est un motoneurone de perdu. Et dans le type 1, ça reste quand même une course contre la montre. C'est un peu comme l'AVC, on dit time is brain. Dans la SMA, on dit time is motoneurone, parce que chaque motoneurone perdu, et même chez les plus grands, chaque motoneurone perdu ne va pas récupérer. Donc les traitements doivent être très très précocement prescrits, et quand il y a des thérapeutiques dans une maladie génétique, il y a ce qu'on appelle le dépistage néonatal. Tout à fait, donc l'intérêt, justement, on en discutait tout à l'heure, l'intérêt de mettre en place ce dépistage néonatal, qui existe chez nous, mais seulement pour 2 pathologies, justement, quelle est sa place? Alors, sa place est très très importante. D'accord, mais quand même, il faut au préalable avoir eu un registre de malades, pour évaluer les coûts de ce dépistage, parce que le dépistage néonatal, on va dépister tous les enfants qui vont naître. À la naissance? À la naissance, tous les enfants, et quand même, ça reste
une maladie, c'est vrai que c'est une maladie fréquente neuromusculaire, mais quand même, dans l'ensemble des maladies, par rapport à l'hypothyroïdie, etc., ça reste quand même une maladie rare. Alors, il y a le dépistage à l'échelle générale comme ça, mais il y a aussi, et très important chez nous, les dépistages ciblés, c'est-à-dire c'est des familles qui ont déjà un enfant atteint. Et qui est décédé, par exemple un type A. Ces familles ne font pas souvent des couples jeunes, leur premier enfant, donc il faut les capter. Il faut les capter, les suivre, avoir leurs coordonnées et leur expliquer qu'à la prochaine grossesse, il faut qu'elle soit suivie et on essaiera de faire le diagnostic peut-être les premiers jours. Oui, peut-être aussi des enfants nés de mariage consanguin. Évidemment, la consanguinité. Oui. Alors la SMA est une maladie où la consanguinité de transmission autosomique récessive, où la consanguinité est lourdement impliquée. Souvent, je vais dire peut-être 9 fois sur 10, les parents sont consanguins. Alors consanguins, soit c'est des cousins germains ou des cousins éloignés, mais également le fait qu'ils soient de la même région. C'est une forme de consanguinité. Oui, donc on peut dire que ce programme de dépistage néonatal peut se faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, une liste a été établie des maladies rares. Un programme national de lutte contre les maladies rares est en cours d'élaboration. Et vous dites que c'est un geste qui peut être fait à la naissance. Je pense que c'est un des moyens qu'on pourra éventuellement recommander de manière systématique. Évidemment, maintenant que les traitements sont à nos portes, on a déjà 2 molécules innovantes enregistrées. C'est clair que le dépistage, soit néonatal ou ciblé, s'impose. Évidemment, on le fera sous forme, les premiers temps, d'un projet pilote, par exemple, dans une région où l'incidence est grande, Absolument. où il y a la maternité à côté, et puis essayer de dépister. Ça peut sauver beaucoup d'enfants bien sûr, parce qu'il faut les traiter très tôt, avant les symptômes. Maintenant, dans les pays développés, quand même, il y a certaines régions où ils n'ont plus de SMA qui ont des symptômes. C'est des SMA traités qui vont bien. Donc, pour le faire, il faut le dépistage néonatal. Évidemment. Vous insistez, professeur? Oui, j'insiste parce que c'est très important. Donc, on espère que le ministère de la Santé l'inscrira comme 3e maladie. Oui, parce qu'il est inadmissible quand même que s'il y a la disponibilité des traitements, que des couples au moins qui ont eu des enfants déjà atteints, et encore un enfant atteint, ça sera inadmissible de la part sachant que la prise en charge est très lourde. D'ailleurs, c'est notre deuxième partie par rapport à la prise en charge. Je pense que le neurologue à lui seul ne peut pas être... la prise en charge de la SMA n'est pas une approche médicale isolée. Un neurologue seulement ou un pédiatre seul ne peut pas prendre en charge cette maladie. Donc, on parle d'une approche multidisciplinaire. Comment elle peut se faire justement? D'abord, que signifie correctement cette prise en charge multidisciplinaire? Alors la prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs médicaux, parfois aussi paramédicaux, etc., autour d'un patient. C'est-à-dire, par exemple, pour la SMA, quel que soit le type, il faut qu'il y ait le neurologue, le pédiatre, le médecin PR, le médecin pneumologue, le généticien, et puis tout autour, un intérêt vers ce malade. Et puis la prise en charge commence par le diagnostic. C'est une maladie génétique, donc on a le phénotype, on suspecte le diagnostic sur le plan clinique et on va chercher les mutations du gène impliqué qu'on appelle le gène SMN1. Et en fait, dans cette maladie, il y a 2 gènes qui sont impliqués. Le SMN1 qui va produire ce qu'on appelle la protéine de survie du motoneurone, qui n'est plus produite chez ces enfants ou qui manque dans les formes 2, 3 et 4. Et on a le SMN2, qui est en fait un gène homologue, qui ressemble c'est un pseudogène qui ne produit pas assez de protéines fonctionnelles. Mais en fait, ce deuxième gène, il a été la cible des thérapeutiques innovantes. Alors, le diagnostic génétique, c'est l'une des maladies où on peut faire le diagnostic, heureusement, depuis plusieurs années, du temps de nos maîtres, etc. Quand j'étais déjà jeune résidente, on faisait le diagnostic de la SMA, mais malheureusement, on ne teste que le SMN1. Le SMN2, il faut tester les copies et voir un peu les profils des malades qu'on risque d'avoir au début. Donc cette multidisciplinarité se fait autour. Et ça, vous voyez que c'est le généticien ou le biochimiste généticien qui doit faire ça. Donc vous voyez, au début, il y a le clinicien, pédiatre ou neurologue, ou parfois les MPR, ils sont appelés à voir des malades comme ça, on leur adresse pour des troubles de la marche, etc. Et puis on a le généticien. Ensuite, évidemment, c'est une boucle.
C'est tous Et ces comment acteurs elle travaillent. s'organise justement cette coordination? Alors l'idéal d'une équipe multidisciplinaire, c'est qu'il faut qu'elle soit plusieurs spécialités et dans le même endroit, Tout à fait. évidemment. Ça veut dire qu'il Mais faut là, des fois, c'est pas facile, mais on peut se constituer en réseau. La RCP aussi, la Oui, réunion oui. de Alors la RCP, c'est un peu une réunion de concertation pluridisciplinaire très importante où on le fait déjà dans le cadre de la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique. On a une RCP neuromusculaire où on débat Tout à fait. de tous les patients qui présentent des pathologies neuromusculaires, soit qui posent des problèmes de difficultés diagnostiques ou thérapeutiques. On a beaucoup discuté des patients SMA. Les indications doivent être dans une RCP où il y a en fait des experts. Alors en Algérie, on peut se constituer en réseau. Par exemple, dans le réseau neuromusculaire, on est plusieurs. Moi, je suis à Cherchell, ma collègue généticienne qui est à l'hôpital en biochimie à Mustapha, il y a les MPR à Azur-Plage, et on travaille ensemble. Le mot, on se réunit, on envoie les malades, ou maintenant avec le développement des médias, le WhatsApp, etc., on peut faire des communiquer, c'est pour faciliter. La prise en charge pluridisciplinaire s'organise, il y a des réseaux, l'organisation de réseaux, comme vous l'avez précisé. Et comment, est-ce qu'elle est déjà au niveau national? Je sais qu'au niveau du centre, on sait qu'il y a des RCP, il y a des réseaux. Est-ce que ça existe par ailleurs ou bien vous le recommandez justement pour une meilleure prise en charge? Alors, c'est vrai qu'on pratique la multidisciplinarité, c'est obligatoire, la multidisciplinarité, on ne peut pas y échapper. Mais maintenant qu'il y a un plan national, tout à fait. Là, on est obligé d'avoir des réseaux labellisés, d'avoir des centres de compétences, des centres de référence. Par exemple, pour le neuromusculaire, il y a le réseau un peu du centre où il y a des consultations spécialisées un peu partout, mais celles qui sont plus performantes, Benaknoun, Cherchell, à Mustapha à l'époque, etc. Et il y a un autre pôle neuromusculaire à Constantine. Par exemple, c'est les deux seuls pôles qui existent. Ça peut couvrir un peu mais la région est. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est très insuffisant. Donc, on voit un peu ce qu'on appelle le nomadisme des patients qui viennent de l'Oranie, qui viennent du sud pour aller soit vers le centre, Alger ou Constantine, et c'est très, très insuffisant. Mais on a appris à se constituer en réseau. Donc, on se réunit quand il y a des difficultés par mail, etc. Et on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire. Avec l'avènement du plan national qui est en train de se mettre en place, donc ces centres vont être identifiés, des RCP qui vont être labellisés par le ministère, etc. Et on verra, les thérapies innovantes sont très, très coûteuses. Tout à fait. Et les indications doivent être personnalisées. Chacun, on ne va pas mettre, donc c'est bien discuté, et une décision thérapeutique ne se fera pas uniquement par le neurologue seul ou le pédiatre seul, où il faut quand même une réunion de plusieurs médecins pour évaluer la balance bénéfice. Peut-être aussi ces patients seront aussi appelés à être suivis, ce traitement, c'est-à-dire pour suivre un peu le traitement, évidemment, comment ils réagissent à ces traitements, j'imagine. Bien sûr, parce qu'il faut juger de l'efficacité, de la tolérance des thérapeutiques, de leur efficacité et de la progression de l'évolution de ces malades. On a des scores qui sont internationaux qu'on utilise en pratique, c'est des scores moteurs. Maintenant, la SMA, on va voir que c'est vrai que c'est une pathologie neuromusculaire, mais elle devient une pathologie multisystémique. Parce que c'est des enfants qu'il faut prendre en charge sur le plan nutritionnel, sur le plan respiratoire, sur le plan endocrinien, sur le plan digestif, etc. Et on apprend beaucoup. Donc, tout à fait. Et je comprends bien qu'en attendant la mise en place d'un plan national par le ministère de la Santé qui est en cours d'élaboration, est-ce que, c'est-à-dire cette organisation que vous avez mise en place vous-même en tant que neurologue, est-ce que vous avez des retours par rapport à l'amélioration de la prise en charge de vos patients, des cas cliniques par exemple qui auraient bénéficié de cette approche de prise en charge entre réseaux et pluridisciplinaires. Quels sont les retours en termes de résultats? C'est très important parce que en fait, le malade, quand il est dans un réseau pluridisciplinaire, on n'a pas d'errance diagnostique. Donc, au lieu qu'on mette 8 ans, 10 ans à avoir un diagnostic, donc le diagnostic est vite fait. On espère évidemment développer
la biologie moléculaire, bon, pas uniquement pour la SMA, par exemple pour les copies SMN2, mais également pour les autres maladies neuromusculaires ou autres maladies rares et génétiques. C'est très important pour justement éviter l'errance diagnostique et quand même mettre un visage, un nom sur une maladie, c'est très important pour les parents. Ensuite, avant, c'est vrai que c'est des parents qui se retrouvent avec un enfant malade, leur donner une lettre comme ça, leur dire allez y chercher un pneumologue ou un MPR, c'est très compliqué. Mais quand on a un circuit qui est bien dessiné, on peut orienter, évidemment, dans les meilleurs des cas, c'est orienter les patients vers les lieux de proximité de son habitation et puis voilà, ça réduit quand même la souffrance et l'errance. C'est peut-être aussi important d'avoir des centres de référence. C'est très important. Les centres de compétences, c'est très très important. Vous les appelez les centres de compétences? Oui, alors il y a les centres de compétences. En fait, le maillon, en fait, dans la médecine ou dans la prise en charge d'un parcours de soins, on a ce qu'on appelle les centres de proximité, on a les centres de compétences et on a les centres des références. Les centres de référence, bon, c'est là où il y a de la recherche, etc. Mais déjà, se comporter en Algérie en centre de compétences est très très important parce qu'il y a des thérapeutiques. Il y a un enjeu économique très important, donc on ne va pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Juste une question avant de passer justement à cet enjeu qui est un peu économique et social aussi, hein, qui pèse quand même assez lourd. La place du médecin généraliste dans toute cette prise en charge, que ce soit dans ces réseaux ou par rapport justement à l'orientation des patients, parfois dans certaines zones rurales ou en dehors d'Alger, les parents vont d'abord voir le médecin généraliste. Quelle est sa place aujourd'hui et quel est son rôle? La place du généraliste est importante dans toutes les pathologies. Tout à fait. Maintenant, dans les maladies rares, quand même, où quand même il faut une spécialisation. Donc, on peut penser, par exemple, à quand même, ça reste des enfin, la SMA, c'est pas l'AVC, c'est pas, c'est spécialisé, etc. Mais on peut former des généralistes. Et je pense que la société de neurologie, on peut former, on fait des formations pour. Bon, ailleurs, ils appellent les DU ou les certificats un peu de spécialisation pour les généralistes qui veulent se spécialiser, qui travaillent dans des services à proximité de services de pédiatrie ou de neurologie ou de médecine interne ou ce qu'on veut, et qui savent reconnaître ou penser à ces maladies, au moins pour les orienter rapidement. Oui, d'autant plus que vous avez insisté sur le fait que prendre en charge ces patients dans un cadre d'un réseau, quand même des retours qui sont positifs, et d'où l'intérêt de la multiplication de ces réseaux, sachant que c'est une maladie assez lourde et qu'il y a derrière un malade, il y a une famille, il y a une société, il y a toute une économie. Bien sûr, bien Justement, sûr. est-ce qu'on peut évaluer les coûts de la prise en charge de la SMA? Comment on peut les évaluer dans notre pays par rapport à sa prise en charge, d'autant plus que si elle n'est pas diagnostiquée tôt, automatiquement les complications sont très lourdes et ça demande beaucoup plus Alors, les maladies rares en général, ça reste des pathologies très coûteuses. Surtout par rapport à la famille et à la société. Oui, ça reste une pathologie très coûteuse parce que depuis tout à l'heure, on parle de la SMA, des traitements innovants. Les traitements innovants seuls ne servent à rien. D'ailleurs, dans toutes les revues où vous allez consulter, par exemple, les thérapeutiques, il y a le volet les thérapeutiques innovantes, mais avant, en Europe, il n'y avait pas les thérapeutiques innovantes, sont là depuis 2017-2016, donc c'est très récent. Mais il y a la prise en charge symptomatique qui est très très importante et qui, sans elle, même les thérapeutiques innovantes ne seront pas tout à fait efficaces, pas du tout. Donc il y a la prise en charge respiratoire. Chez les tout petits, c'est des patients qui nécessitent une ventilation non invasive. La rééducation. Donc, la rééducation, les attelles, les appareillages. Malheureusement, si on prend l'exemple de la VNI, qui est un peu notre cheval de bataille, c'est dans le type 1 et le type 2 également, c'est des malades qui font des scolioses, qui ont des troubles respiratoires d'emblée, déjà dans les formes sévères. Et puis même dans les types moins sévères, c'est des patients qui vont faire de la scoliose, qui vont faire des troubles respiratoires qu'il faudra prendre en charge par soit la ventilation non invasive. Il y a plein de... c'est connu, mais le problème, c'est que c'est coûteux.
des machines quand même qui restent coûteuses, qui ne sont pas remboursées, qui sont à la charge des malades. Donc il est important aujourd'hui quand même d'améliorer l'accès à ce genre de soins. C'est des soins, hein, que ce soit chez le kinésithérapeute ou bien sûr. Et puis tous les moyens de rééducation sont quand même assez importants. Donc on peut dire qu'aujourd'hui il est important qu'ils soient au moins pris en charge, remboursés, et c'est ce qui pourrait atténuer le poids de la charge de cette maladie. Et bien sûr, et puis améliorer l'efficience et l'efficacité de ces thérapeutiques. Ça ne sert à rien d'aller donner un traitement sans prendre en charge le malade sur le plan respiratoire, sur le plan kiné ou sur... Au-delà de ces soins que vous venez de citer, j'imagine qu'il y a d'autres soutiens, peut-être le soutien psychologique des patients et de la famille. Comment sont aussi? Alors évidemment, chez les tout petits, en fait, c'est la famille. Quand on pose par exemple le diagnostic d'une maladie génétique en général, il y a ce qu'on appelle le conseil génétique. Oui. D'accord. Déjà, il y a le conseil génétique, il y a l'enquête familiale. Et puis annoncer un jeune couple qui va d'avoir un enfant atteint de SMA ou d'une maladie est un drame. Absolument. Est un drame. Donc il faut l'annonce diagnostique déjà est une étape très cruciale par des pincettes et puis accompagner ces malades et la famille. Accompagner, de toute façon c'est ce qu'on a toujours fait. C'est l'accompagnement par des spécialistes ou évidemment par le neurologue peut-être. Par le neurologue ou le pédiatre. Mais est-ce qu'il y a des psychologues par exemple? Évidemment, dans une consultation de génétique ou dans une consultation, il faut qu'il y ait le clinicien, un pédiatre ou neurologue, il faut qu'il y ait le psychologue et tout ce qu'il y a autour pour accompagner, faire de l'éducation thérapeutique déjà, accompagner ces familles tout au long de la pathologie de leur enfant. Ne pas leur dire, voilà, c'est une maladie génétique, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire. Non, jamais. Et il faut annoncer le diagnostic très délicatement, faire un conseil génétique, capter ces malades et puis être disponible, être à l'écoute à leurs questionnements, les accompagner, essayer de les aider, de les orienter. Et c'est ça l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire. C'est très important. Donc c'est important de dire que chaque seconde et chaque jour compte pour ces patients. Et donc pour les professionnels aussi, quel message que vous pourrez leur adresser pour les professionnels de la santé et pour les parents? Alors, pour les professionnels, on va commencer par les parents. Oui, parce que c'est justement, c'est les familles qui sont les plus concernées directement, en fait, oui. Alors, c'est vrai qu'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique ou d'une SMA, c'est très lourd. Mais ce n'est pas une fatalité, en fait. Maintenant qu'il y a des thérapeutiques, et on explique maintenant qu'il y aura des traitements qui vont être peut-être dans les prochains mois disponibles. Donc, on peut dire aux parents qu'il faut qu'ils consultent très tôt, surtout ceux qui ont déjà des enfants atteints, même s'ils doivent programmer une grossesse, etc., qui se rapprochent de leur médecin traitant pour essayer de faire le diagnostic chez le deuxième enfant très tôt, pour pouvoir le traiter, parce que c'est là où le traitement est finalement entre les trois molécules qu'il y a, on se dit qu'ils sont équivalents, plus ou moins équivalents, mais quel est le meilleur? Le meilleur, c'est celui qui va être prescrit le plus tôt. C'est le plus efficace, c'est celui qu'on prescrira. Mais c'est quand même, on a des résultats. On peut avoir des résultats si on met les enfants ou les patients diagnostiqués. Évidemment, on a l'expérience, des expériences étrangères qui ont des registres. Oui. C'est très important. Le registre français SMA, il ne date pas de longtemps, il date de 2020. Et le registre, depuis qu'il y a des thérapeutiques, c'est très important pour voir un peu d'abord l'histoire naturelle de la maladie, comment elle progresse en traitement, comment elle va progresser avec les traitements, et évaluer les coûts, l'efficacité, les effets secondaires. C'est très important. Donc les traitements seront disponibles ou sont déjà disponibles? Alors ils sont enregistrés, il y a 2 produits qui sont enregistrés. Donc c'est un message d'espoir pour les parents? C'est un grand message d'espoir parce qu'il y a des thérapeutiques qui sont là. C'est vrai que la maladie n'attend pas, malheureusement. Tout à fait. Mais on espère les avoir très tôt pour fonctionner. Puis l'intérêt aussi d'écrire des protocoles. Pour l'ensemble, les protocoles, c'est le rôle des sociétés savantes en fait, et des experts, d'écrire des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Comme ça, même un pédiatre ailleurs, ou au sud, ou dans les régions un peu lointaines, il peut se référer pour suivre. C'est un référentiel. C'est un référentiel qui va
de l'approche diagnostique jusqu'à l'approche dans tous ces détails. Il faut savoir aussi que les traitements, spécialement de la SMA, c'est un projet thérapeutique. Tout à fait. C'est un projet avec tous ces aspects médicamenteux, traitement non médicamenteux, traitement, l'évaluation des thérapeutiques pour améliorer la respiration, les corsets. C'est un peu, quand même, ça reste coûteux, mais on doit s'organiser. Et c'est l'intérêt, en fait, des centres d'expertise et des équipes multidisciplinaires d'experts. Message pour les professionnels de la santé? Alors, les professionnels de la santé, c'est vrai que c'est des maladies qui sont lourdes à prendre en charge. Un médecin aussi, il souffre autant que les parents quand on n'a pas les moyens de faire un génotypage, quand on n'a pas les moyens de traiter, alors que les traitements existent ailleurs, parce que maintenant, l'Internet est accessible à tous. Les maladies viennent vous dire, voilà, mon fils, il a une SMA ou un Duchenne, etc. Il y a des traitements et ce qui se passe, que va-t-on lui répondre, sachant qu'on est tous égaux devant, absolument, oui. tous égaux devant les soins, etc. C'est très très difficile, mais il faut accompagner ces malades, c'est notre rôle de soignant, qu'il y ait ou pas des traitements, accompagner tout au long des malades et un peu alléger leur souffrance et améliorer leur qualité de vie, des patients, mais également des familles. Tout à fait. D'après vous, si on doit améliorer quelque chose dans la prise en charge de la SMA, qu'est-ce qui doit être amélioré? Alors, c'est le diagnostic précoce. D'accord. Ça, c'est le point crucial. Et ça sera un peu la réussite de ce plan national, c'est de faire un diagnostic le plus tôt possible pour traiter. Parce qu'après se posera le problème des enfants qui ne marchent pas, qui ont une scoliose importante. Et faut-il les traiter ou pas? Ça sera très compliqué. Et cette décision, parce qu'il y aura quand même la fonction respiratoire à sauver, même s'ils ne vont pas marcher, c'est très, très... Après, il y a un peu ce qu'on appelle l'éthique qui va rentrer en jeu. Et puis, c'est l'intérêt aussi des RCP pour discuter ensemble, entre professionnels, qui doit-on traiter et comment. Et c'est très lourd. Je pense qu'il y a des jours un peu... Bon, on est heureux qu'il y ait ces traitements, mais il y aura aussi des décisions difficiles à prendre. Peut-être aussi inscrire la SMA pour le dépistage néonatal? Oui, pourquoi pas. Oui, en vue des coûts très élevés de ce traitement, il s'impose. Oui, oui. Bon, en attendant, on élaborera, les professionnels essaieront d'élaborer les protocoles, de faire des registres aussi, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on a des séries hospitalières, des services qui ont leur base de données, etc. Mais on n'a pas un véritable registre national où tous les patients sont... c'est vrai que maintenant, il y a une plateforme qui a été établie par le ministère de la Santé où on inclut les nombres de malades qu'on a, tout type différent. Et la prise en charge également, il doit être personnalisé. C'est-à-dire chaque cas doit est un être cas. traité. Oui. Donc il faut que ce soit centré autour du patient, de chaque patient. De chaque patient. Merci professeur Aniwa pour cet échange fructueux quand même. Je vous remercie sur cette maladie qui est grave et rare. Donc vous l'avez bien dit, elle est grave. Donc il faut la prendre en charge, d'autant plus qu'elle est lourde. Sa prise en charge est lourde et elle est coûteuse surtout. Merci encore une fois professeur Aniwa. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode sur la SMA. Nous avons donc tout le mois d'août qui sera consacré à la SMA. N'hésitez pas à le partager et à le faire diffuser en large public pour pouvoir justement informer et sensibiliser les familles pour un diagnostic précoce de cette maladie qui est quand même handicapante à l'avenir. Je vous remercie. Au prochain épisode. Merci. Merci.